Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Voici les titres du journal. Ce 27 septembre, c'est la journée mondiale du tourisme, une célébration pour mettre en lumière la capacité du tourisme à favoriser le développement inclusif. Une seule gorgée d'eau fraîche après une activité intense en temps de chaleur peut vous rafraîchir, mais attention, elle peut également être dangereuse pour la santé. À quoi peut-on s'exposer en la consommant? On en parle. Enfin, le Bénin regorge d'énormes richesses, au nombre desquelles son patrimoine textile, le pain tissé, communément appelé canvor, bénéficie aujourd'hui d'un regain d'intérêt. Le 27 septembre de chaque année est dédié à la célébration de la Journée mondiale du tourisme. Cette journée met en lumière la capacité du tourisme à favoriser le développement inclusif et son rôle dans la promotion du respect des opportunités qu'il offre à des millions de personnes dans le monde. Pour l'édition 2021, l'Organisation mondiale du tourisme souhaite porter son regard au-delà des statistiques, car derrière les chiffres, il y a des personnes. Ainsi, l'événement est placé sous le thème tourisme et croissance inclusive. Suivez le reportage de Ulvaeus Balogun. En 2020, le tourisme a enregistré les plus mauvais résultats de son histoire. Les arrivées internationales chutant de 74% d'après les données de l'Organisation mondiale du tourisme. Pour cause, l'effondrement sans précédent de la demande et l'instauration généralisée de restrictions sur les voyages induits par la pandémie du coronavirus. Alors que le monde et le tourisme se dirigent tout droit vers une deuxième année de crise complète, l'Organisation mondiale du tourisme nourrit l'espoir d'un rebond avec les campagnes de vaccination. Le tourisme est une bouée de sauvetage pour des millions de personnes. Faire progresser la vaccination pour protéger les communautés et soutenir un redémarrage en toute sécurité du tourisme est essentiel pour la reprise du travail et la génération de revenus bien nécessaires, en particulier dans les pays en développement, qui sont fortement dépendants du tourisme international. Si l'avenir de l'industrie touristique passe donc par la vaccination, l'enjeu dans le contexte économique et pandémique actuel est de renforcer les liens entre les populations qui vivent dans des destinations touristiques ou à proximité et l'écosystème du secteur. Au Bénin, c'est le tourisme communautaire qui est mis en avant, notamment dans le parc de la Pendjari. Nous avons créé des circuits pédestres sur la Takora entre les différentes communautés qui permettent aux touristes de découvrir la vie rurale et de s'immerger un peu dans la nature de la Takora, de découvrir le patrimoine botanique de la région, les plantes médicinales, mais aussi de découvrir un peu de la vie de tous les jours des gens qui habitent dans les différents villages. Il s'agit principalement d'instaurer un tourisme inclusif en stimulant l'économie locale et en favorisant le respect de l'environnement et des cultures endogènes. Nous essayons au maximum d'impliquer les communautés qui sont autour de la Pendjari. Donc nous avons un site sur la Stangueta Poga. C'est surtout l'Empire des Autruches à Dassari. En dehors de ce circuit sur la Stangueta Poga, il y a les villages sur la Stangueta Batia. Et là, nous avons 4 grands circuits. Ces circuits sont axés autour de la culture, de l'histoire des communautés, de l'art culinaire, de la danse, des savoirs et savoir-faire liés à la phytothérapie, liés à la lecture des constellations, aux contes. Nous essayons autant que possible, dans ce qui est organisé, de ne pas avoir trop d'externalités qui pourraient baisser l'impact économique au niveau local. Une meilleure vision avec en toile de fond la croissance inclusive apparaît comme le gage du redémarrage du tourisme, aussi bien spécifique aux personnes qu'aux communautés dans le monde.
Vous ne le savez peut-être pas, mais étancher sa soif avec un verre d'eau bien glacée peut vous rafraîchir, mais cela est déconseillé par les médecins. La consommation d'eau fraîche aurait des effets négatifs sur l'organisme, allant jusqu'à causer des troubles sur la santé. Consommation de l'eau glacée et ses conséquences, c'est un reportage signé Samson Thiaumont et Perspective Tossa. Il y a 3 organes qu'il faut privilégier à les entretenir quand on veut consommer l'eau glacée. Il y a le cœur, le foie et le poumon. Ces 3 organes vitaux ne sont pas réceptifs à la consommation de l'eau glacée. Pourtant, l'eau glacée est très désirée par bon nombre de Béninois, surtout après une journée mouvementée. Quand il fait chaud, nous prenons de l'eau glacée. Quand on a soif, l'eau glacée nous désaltère et on se retrouve mieux. Il paraît qu'elle n'est pas bonne, mais on sent une fraîcheur quand on la consomme. Parfois, quand il fait chaud, je prends de l'eau glacée, mais quand il fait froid aussi, je prends ça. Parfois, ça fait du bien quand on prend ça. L'agréable sensation de fraîcheur et de désaltération que procure à l'organisme l'eau glacée n'est qu'un soulagement temporaire. Sa température, généralement entre 6 et 12 degrés, contraste avec la température de base du corps humain qui est de 37,6 degrés. Selon les spécialistes, cet écart pourrait être un facteur ou un élément déclenchant de certaines pathologies. D'abord, celui qui prend tellement de l'eau glacée, il est exposé à l'obésité. Parce que quand on dit l'obésité, ce n'est pas le fait qu'il prend de l'eau glacée qui va lui apporter l'obésité, mais c'est parce qu'il a mangé des choses grasses et il a envie de prendre de l'eau glacée. Et quand on dit l'eau glacée, ce n'est pas seulement l'eau glacée, il y a aussi les boissons glacées. Donc, c'est consécutif, c'est alternatif. Quand il prend de l'eau glacée, il mange, il finit de manger, en même temps il prend de l'eau glacée, il sera toujours gros. Et attention, il y a ce qu'on appelle la rétention d'eau, c'est-à-dire l'eau qui se retrouve exagérément dans ton organisme. Il faut faire attention à cela parce que ça reçoit beaucoup d'énergie négative sur ce que tu manges, et l'eau glacée à une température donnée perturbe le fonctionnement du foie et la bonne digestion aussi. Donc je vous conseillerais simplement d'aimer le chaud, de prendre de l'eau tiède ou bien du thé, et là vous allez maintenir votre forme et éviter certaines maladies qui tournent autour de l'obésité. Et quand il y a l'obésité, les autres maladies commencent par s'installer. 2 litres d'eau par jour. C'est la moyenne recommandée par les médecins pour hydrater son organisme. Ce liquide précieux est bénéfique pour la santé. Pour rester en bonne santé, il est préférable d'éviter de boire autant qu'on peut toute boisson glacée. On parle à présent du pain tissé, communément appelé kanvo. Il est ancré dans les habitudes vestimentaires des Béninois, notamment des ethnies Yoruba et Batono, un patrimoine identitaire dont la promotion peut aider à révéler l'authenticité des populations et ainsi participer à l'économie locale et à l'émergence du textile béninois. Si nous parlons de l'histoire du kanvo, on refait au roi Agonglo. C'est ce roi, dans ses conquêtes, allé à Oyo, a vu un tisserand en train de tisser là-bas. Il dit ça m'intéresse. Il ordonne à ses guerriers de le prendre pour son village à Abomey. C'est là qu'il l'a amené dans son palais. Et ce tisserand habillait ce roi jusqu'à ce que les enfants du roi aussi ont appris à tisser. C'est là le tissage aujourd'hui. Dans le palais du roi Agonglo, dans le quartier du roi Agonglo, presque ces petits arrière-fils sont tous tisserands. Leur vie avec le kanvo fait la fierté du Bénin parce que ça va de notre culture. Déjà au sud, quand un Béninois porte notre kanvo, on sait déjà qui il est. Quand tu prépares ta valise et tu n'as pas kanvo dedans, ta valise n'est pas complète. Donc le kanvo béninois identifie le Béninois. Ce n'est pas le tissage que moi qui suis ici, j'ai ma vie, je m'occupe de ma famille. Donc, si l'État nous aide à développer, à valoriser bien, beaucoup vont rentrer dedans et vont gérer
leur vie avec. Pour apprendre aujourd'hui, nous avons des associations qui sont prêtes à former les gens en moins d'un peu de temps. Information hors du Bénin, des drones pour livrer les vaccins de Covid-19 dans tous les pays d'Afrique. C'est l'initiative d'une compagnie aérienne de fret basée au Kenya. L'objectif est d'améliorer la distribution de vaccins sur le continent. La compagnie dispose d'une flotte de 14 avions cargo et des drones pour mener à bien cette mission. Elle dispose également de la logistique adéquate pour que le projet du consortium Hope se déroule sans accroc. Astral Aviation, grâce à sa filiale qui s'occupe de la technologie des drones Astral Aerial, a remporté le prix de l'innovation mondiale IATA et Cargo pour son système de gestion du trafic par drone en 2017. Des milliers de migrants, pour la plupart des Haïtiens, se trouvent actuellement à la frontière nord de la Colombie. Pour eux, le voyage doit continuer vers les États-Unis malgré les innombrables obstacles et l'expulsion de compatriotes par les autorités américaines. Suivez ce reportage de nos confrères de France 24. C'est une étape obligée pour les candidats à l'exil. Le petit village de Necoclí dans le nord-ouest de la Colombie. Ils sont chaque jour plus nombreux à s'y masser. Tous, ou presque, sont haïtiens et n'ont qu'une idée en tête, rejoindre les États-Unis. La plupart connaissent les risques. La nouvelle des expulsions par milliers est arrivée jusqu'ici. Alors chacun prie pour ne pas être le prochain. Je veux aller à New York. Avec un peu de chance, ils nous laisseront entrer. Être expulsé est ma plus grande peur. Mais avant les gardes-frontières américains, il y a bien d'autres dangers sur la route. Il faut d'abord traverser en bateau le golfe d'Uraba jusqu'à la frontière du Panama voisin. L'attente est longue. Le pays ne laisse passer que 500 migrants par jour. Or, ils sont déjà 19 000 à attendre leur tour. Et la suite, la jungle du Darien, l'une des routes les plus dangereuses au monde pour les migrants. Près de 600 000 hectares de forêt tropicale infestées d'animaux mortels et de pillards. 5 jours de marche au moins sont nécessaires. J'ai très peur de partir et de traverser la jungle du Darien. J'ai peur, mais j'ai foi en Dieu. Je peux y arriver. Tout ira bien. Ceux qui survivent à l'enfer du Darien ont encore plusieurs milliers de kilomètres à parcourir avant d'arriver au Mexique, un pays où certains migrants songent désormais à rester en attendant que la situation se tarisse aux États-Unis. Depuis dimanche, Washington a déjà renvoyé plus de 1400 personnes en Haïti. Retrouvez ce journal sur le www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.